Vous écoutez Passion Frisson. Bonjour à tous, bienvenue au 8e épisode de Passion Frisson, un podcast dédié à l'étrange et au macabre. Je suis Xara, passionnée de contenu culturel et de divertissement explorant les thèmes de l'horreur, du crime, des phénomènes étranges et des mystères irrésolus. Je suis ravie de vous présenter mes dernières découvertes que je partagerai avec vous à travers des épisodes thématiques chaque mois. Laissez-vous embarquer dans le sujet du mois, soit l'univers des creepypastas, les légendes du web. Le mot creepypasta n'a rien à voir avec un plat de spaghettis épeurant. Non. C'est une expression qui a pris naissance sur Internet et qui désigne des histoires fictives, suscitant la peur ou l'inquiétude et qui pourraient être perçues comme vraies. De véritables expressions du folklore numérique, les creepypastas reflètent l'évolution des récits d'horreur dans un monde connecté. Visant à tout coup à immerger le lecteur dans un monde effrayant, ces histoires sont écrites dans le but d'être partagées massivement aux amis et contacts. D'ailleurs, c'est de là qu'elles en tirent leur nom. Creepypasta vient d'une contraction de copy-paste qui est utilisée pour copier du texte à l'ordinateur. Le mot « creepy » a par la suite été intégré pour souligner la nature angoissante des histoires. Le format a beaucoup de similitudes avec les nouvelles, de par leur format court et leur finale ambigu, laissant place à l'imagination et à la surprise. Elles gravitent toujours autour d'un thème horrifique ou inquiétant et appartiennent exclusivement au format web. Certaines sont si réalistes et jouent avec la réalité de façon si proximale qu'on finit par croire qu'elles sont vraies. Le style d'écriture cherche à imiter un témoignage par l'utilisation du « je » et détaille de façon très précise les événements et les émotions vécues. Pour ajouter au réalisme, les histoires sont parfois accompagnées d'images modifiées ou distordues, de captures d'écran, de vidéos servant à renforcer la crédibilité. On en vient toujours, comme lecteur, à se questionner si l'histoire est vraie ou non. C'est d'ailleurs cette ambiguïté entre la réalité et la fiction qui attire autant et qui rend le format très immersif. Au début des années 2000, l'émergence et la montée en popularité des forums web comme 4chan et Reddit a fait bondir la popularité de ce genre d'histoire. Facilement partagées entre les utilisateurs et par la suite à l'extérieur des forums, aux différents contacts, elles font une suite logique au phénomène des chaînes de courriel. Les utilisateurs pouvaient eux-mêmes participer activement en partageant leurs propres récits et le bouche à oreille leur servait de vecteur de propagation. On peut donc dire que c'est l'origine du mot « viral ». Ces histoires le devenaient souvent et suscitaient la peur, l'indignation et parfois même le dégoût. Le meilleur exemple est la légende du Slenderman, devenue un cas type du genre. Pour les non-initiés, le Slenderman est un personnage d'abord créé par Victor Surge sur le forum Something Awful en 2009. Il reflète l'ombre d'un grand homme très svelte, avec de très longs bras et apparaissant sur des clichés candides, par exemple des enfants au parc. La légende dit que cet homme sans visage kidnappait les enfants. En jouant sur les histoires de tradition orale comme les Corrigan ou le croque-mitaine, les photos truquées ont suscité énormément de curiosité chez les lecteurs. Les photos ont été partagées des millions de fois. Des légendes, un jeu vidéo et un film en ont même émergé, en plus de tout le fan art disponible sur Internet. D'ailleurs, la BBC a décrété que le Slenderman était la première grande légende du web. Sa popularité a d'ailleurs pris un autre tournant et a mis en lumière le phénomène des creepypastas lorsqu'en 2014, 2 jeunes filles du Wisconsin ont tenté d'assassiner une de leurs camarades de classe en dévouement au Slenderman qu'elles croyaient réel. Rappelons-nous donc que les creepypastas sont fictives et que leur consommation doit être faite avec ce regard très clair. Avec l'avènement des autres médias, comme la vidéo et le podcast, d'autres thèmes ont aussi émergé et commencent à prendre de l'espace dans les communautés. Par exemple, la technologie de pointe, les médias sociaux et son emprise sur les humains, le conspirationnisme, des programmes informatiques défectueux, des jeux vidéo hantés, le paranormal et des espaces physiques qui disparaissent. Bref, un amalgame de sujets tout aussi intéressants les uns que les autres et qui sauront vous envoûter. Sur ce, je vous laisse découvrir mes recommandations.
Channel Zero est une série d'anthologies d'horreur fantastique créée par Nick Antosca. Elle fut présentée originalement sur la chaîne Sci-Fi entre 2016 et 2018. Unique en son genre, c'est une des seules séries à cette époque qui se penche sur les légendes urbaines d'Internet et qui tente d'extrapoler de très courtes histoires en scénario d'une saison. La série comporte 24 épisodes répartis sur 4 saisons, chacune s'inspirant d'une histoire célèbrement connue sur Internet. Ici, je vous parlerai uniquement de la saison 1, qui est, mon avis, la meilleure des 4. Elle aborde la légende de Kendall Cove. Personnellement, c'est une histoire qui m'a fascinée dès que je l'ai entendue pour la première fois, racontée et analysée par les deux amis de Distorsion Podcast, dans un épisode sur l'effet Mandela, diffusé dans ce que je me souviens être une de leurs premières saisons. La légende de Kendall Cove est basée sur l'histoire originale de l'auteur Chris Straub, un auteur de fiction qui a publié l'histoire pour la première fois en 2009. L'histoire prend la forme d'un échange sur un forum où plusieurs personnes se remémorent une étrange émission télévisée pour enfants, intitulée Kendall Cove. Selon leurs souvenirs, l'émission aurait été diffusée dans les années 1970 et était particulièrement dérangeante. Elle mettait en scène des marionnettes un peu vieillottes, maladroites et des personnages étranges, notamment un squelette pirate appelé Skin Taker. L'atmosphère de l'émission était sinistre et oppressante malgré son apparence enfantine. En discutant ensemble, les utilisateurs du forum font émerger de bien sinistres souvenirs. Certains épisodes auraient comporté des scènes inexplicables et terrifiantes pour des enfants, notamment une certaine séquence où des marionnettes hurlaient sans but et un sentiment persistant de malaise à repenser à ces scènes. Hallucination collective, effet Mandela, phénomène paranormal, nul ne sait ce qui a vraiment existé et ce qui a manifestement ébranlé ces enfants. Kendall Cove est devenue l'une des creepypastas les plus populaires, alimentant des discussions, faisant émerger diverses théories et même des faux souvenirs chez certains lecteurs. Pour revenir à la série, l'auteur en a tricoté une version élargie en intégrant des protagonistes, du paranormal et beaucoup de contexte folklorique autour de l'émission pour rendre le tout encore plus malsain. On suit le personnage de Mike Painter, un psychologue qui retourne dans sa ville natale des années après la disparition mystérieuse de son frère jumeau Eddie, survenu dans les années 1980. Il découvre rapidement que les enfants de la ville semblent hypnotisés par une émission de télévision énigmatique et troublante nommée Kendall Cove. Des liens se créent dans sa tête entre une série d'enlèvements mystérieux et de meurtres survenus plusieurs décennies auparavant, suggérant un lien avec son frère. Au fil des épisodes, l'histoire mêle mémoire traumatique, éléments surnaturels et manipulations psychologiques en explorant les liens entre l'émission et un sinistre personnage nommé le Tooth Child, l'enfant aux dents, qui est particulièrement effrayant visuellement. Je ne vous en dis pas plus. Laissez-vous embarquer vous aussi dans cette légende au relent de mémoire collective, de trauma d'enfance et de paranormal. Les images sont saisissantes et plusieurs scènes sont définitivement marquantes de par le sentiment de malaise suscité chez moi. J'ai particulièrement apprécié le personnage de Tooth Child, qui fait référence à d'autres concepts fantastiques et d'histoires pour enfants. Vous ferez le lien rapidement vous aussi. L'utilisation de techniques analogiques pour filmer des morceaux de la série apporte cette touche granuleuse, ce fini vieillot, qui apporte l'authenticité aux scènes des années 1970. À noter que peu d'effets spéciaux ont été utilisés, privilégiant des techniques plus traditionnelles, ce qui rend le tout encore plus intéressant à mon avis. Ayant vu la série autour de 2018, à une époque où les creepypastas étaient en effervescence, je peux dire que j'ai réellement apprécié le rendu scénaristique qui n'enlevait rien à l'histoire originale, bien au contraire. Fait intéressant, la série a été tournée au Canada, dans la province du Manitoba, dans un endroit qui a été choisi exprès pour renforcer l'effet d'isolement de la ville. Les autres saisons de la série se concentrent sur d'autres thèmes, dont la légende du No End House, tirée d'une histoire de Brian Russell, The Butcher's Block, inspiré par la série de récits de Search and Rescue Woods, alias Carrie Hammond, et Hidden Door de Charlotte Bywater. Des thèmes comme la maladie mentale, le deuil, le subconscient et les émotions refoulées émergent dans ces 3 autres saisons.
Elles mettent en scène des personnages qui restent en tête et des métaphores sur la psyché qui sont saisissantes. Bref, je vous recommande la série, même si parfois il y a quelques épisodes confus ou qui traînent en longueur. Je donne à la saison 1 de Channel Zero une note de 4.2 frissons sur 5 et pour l'ensemble de la série, un 4 frissons sur 5. Le podcast Avant d'aller dormir est une fiction sonore produite par le label Les Antipodes et en constitue d'ailleurs leur toute première création. Sous le pseudonyme de Yop et Indigo, les créateurs à l'origine du projet décrivent leur travail comme un podcast d'histoires frissonnantes et fascinantes. Dans les faits, ils nous proposent des lectures immersives de creepypasta depuis 2019. Les thèmes sont toujours bien dystopiques et mettent de l'avant des contextes et des situations différentes permettant d'alimenter les peurs de tous et chacun. Univers dystopique, maison hantée, impression d'être suivi ou possédé, les histoires racontées à la première personne offrent toujours un savant mélange de malaise et d'excitation pour l'auditeur. Avec maintenant 6 chapitres et 54 épisodes d'une durée moyenne d'1 heure, ceux qui aiment les histoires qui nourrissent les cauchemars seront servis. Leur processus créatif constitue d'abord à effectuer une recherche sur la plateforme Reddit, qui contient quelques pages propices au partage des creepypastas, comme le très populaire No Sleep, qui regorge d'histoires à glacer le sang, écrites par des utilisateurs. Les podcasteurs sélectionnent ensuite les récits les plus effrayants, obtiennent l'autorisation de l'auteur et passent à la traduction, constituant un backlog d'histoires prêtes à être racontées. Les séances d'enregistrement ont lieu à fréquence régulière et idéalement à plusieurs personnes pour ajouter de la dimension. Justement, au fil des années, des invités se sont ajoutés à la narration, faisant dorénavant du podcast une fiction sonore des plus envoûtantes. Le montage en 2 étapes permet d'ailleurs d'ajouter un élément particulier que j'apprécie tout particulièrement, soit une trame sonore originale pour chacune des histoires. Pour les fines oreilles, vous entendez en ce moment même une pièce composée et jouée par Indigo. C'est également lui qui signe la musique de Passion Frisson, qui a servi préalablement de trame sonore pour l'épisode 45, L'aéroport fantôme. Avec le temps, la production audio d'Avant d'aller dormir est passée d'un niveau semi-pro à très pro, ce qui plonge véritablement les auditeurs dans un univers riche où l'imagination peut prendre place bien confortablement. Depuis le lancement d'Avant d'aller dormir, une communauté de fans s'est créée autour d'un Discord et depuis, plusieurs autres podcasts dans les mêmes thématiques ont vu le jour, initiant la création du label Les Antipodes. D'autres podcasteurs ont ajouté leur création au label et un réseau de collaborateurs s'est formé autour du duo initial, préparant mensuellement des contenus autour du thème du true crime, du paranormal, d'histoires étranges et d'histoires absurdes. On y retrouve les podcasts Le Rendez-vous de l'étrange sur lequel vous pouvez m'entendre, HVP La légende oubliée, C'est creepy et Sous-coté. Il y a aussi les fameux Doudou 4000 et 3 minutes challenge. Les collaborateurs produisent du contenu audio, mais aussi vidéo, se rassemblant régulièrement pour des lives collaboratifs. Toute cette effervescence a stimulé l'imaginaire des fans qui ont peu à peu commencé à proposer des histoires originales pour le podcast, donnant une valeur ajoutée encore plus intéressante à la production. En bref, si vous aimez les histoires dignes d'être racontées autour d'un feu de camp dans la nuit noire, vous êtes cordialement invité à vous installer au fond de votre lit, à remonter la couette jusqu'au menton et à fermer les yeux. Pour ma dernière recommandation, j'ai quand même hésité à vous en parler car je suis sortie de mon visionnement très ébranlée. Mais bon, voici. The Greylock Tapes est une série de vidéos analogiques rassemblées dans une liste de lecture sur YouTube. Elle a été créée par Rob Gavagan. On y retrouve 12 vidéos avec une qualité de type vidéocassette à écouter une à la suite de l'autre, même si la trame narrative n'est pas linéaire et qu'il faut se rendre jusqu'au bout pour en tricoter l'ensemble.
La durée des 12 cassettes est d'environ 1h20. Avec le choix de ce médium, on pourrait sûrement dire que j'ai étiré le concept de creepypasta, mais en même temps, cette série vidéo en possède toutes les caractéristiques. Format court, ambiance inquiétante, thème dark ou paranormal, on sous-entend certaines légendes connues dans les contenus comme celle des Backrooms et de SCP Foundation, même un peu du Slenderman. Le fait que le contenu soit gratuit et disponible sur YouTube en fait aussi un contenu qui est facilement partageable et en même temps, il donne l'impression de faire découvrir du contenu caché au grand public. J'ai l'impression qu'en regardant cela et en le partageant, je me rapproche dangereusement de la cassette du film The Ring. Bref, c'est l'impression que ça m'a laissé. Vous êtes avertis, si je ne réponds plus aux messages d'ici 7 jours, vous saurez pourquoi. Le filon directeur des 12 cassettes est une série de phénomènes étranges et paranormaux se passant dans le Massachusetts, plus précisément autour du mont Greylock. Disparitions, attaques violentes, tunnels cachés, maladies inquiétantes, cannibalisme, sectes, animaux morts, nouvelles technologies, entités parapsychologiques et théories du complot sont les représentations visuelles de ces manifestations. En mode found footage ainsi que des captures d'écran d'ordinateur, on nous présente des vidéos vintage qu'on souhaite attribuer aux années 1980 et 1990. Les images et les trames sonores sont distorsionnées, comme si les cassettes avaient été abîmées. À travers des images de caméras de surveillance, des témoignages, des messages vocaux, des enregistrements audio de dossiers médicaux et d'archives, ainsi que des vidéos promotionnelles de l'entreprise technologique Simiodyne America, la série nous amène à découvrir tranquillement les phénomènes improbables et effrayants qui se seraient déroulés entre 1987 et 1993. Le tout est accompagné d'une trame sonore immersive alliant musique d'ascenseur, glitch sonore et voice acting d'une qualité incroyable. J'ai vraiment du mal à vous décrire ce que j'ai vu parce que franchement, c'est à la fois troublant, déroutant et angoissant du début jusqu'à la fin. On dirait que ça a littéralement fait réagir toutes mes peurs intériorisées simultanément. Altération de la conscience, visage déformé, maladie, chambre sombre, entité invisible, technologie improbable, bref, un ensemble de thèmes qui, mis ensemble, créent une histoire décousue et très angoissante. Le format found footage VHS m'interpelle aussi particulièrement et comme je l'expliquais dans l'épisode 4 de Passion Frisson, ça me fait beaucoup réagir. J'étais pas certaine de ce que je regardais et si j'allais apprécier. Durant les 2 premières vidéos, j'ai failli fermer le tout. Mais par la suite s'est enchaînée une série de clips aussi dérangeants que générant un feeling nostalgique. C'est vraiment dur à expliquer. Les effets VHS sont incroyablement bien faits et plusieurs des clips ne sont que des audios superposés à une image de synthèse. Tout est faux bien évidemment, mais on ne peut pas s'enlever de la tête qu'on fait peut-être partie d'une expérimentation nous aussi. D'ailleurs, la cassette 12 nous amène à participer comme sujet de test à une expérience sur les expressions sur les visages. Attention aux personnes sensibles à la lumière stroboscopique. J'ai vraiment vécu quelque chose. Bref, il m'a été impossible de décrocher malgré le fil narratif décousu qui, je l'avoue, m'a aussi gardé en haleine. Le sentiment de malaise latent était incroyable tout au long du visionnement, mais j'avais du mal à rester assise. C'est d'après moi ce qui en fait sa force. Image dérangeante, certes, mais c'est toute l'ambiance créée par le son et le réalisme de l'ensemble qui en fait un chef-d'œuvre. Je vais aussi vous partager en description de l'épisode un vidéo YouTube qui relate les différentes théories sur les significations de Greylock Tapes. Honnêtement, beaucoup de questions ont persisté suite à mon visionnement. Il y a aussi un compte X, l'ancien Twitter, de Simiodyne America qui existe et qui recèle apparemment plus d'informations sur le lore de Greylock. Je viens tout juste de l'apprendre, mais j'irai certainement le consulter pour affiner ma compréhension. D'ailleurs, certains des posts ont été faits en 2024, ce qui est donc encore récent. Et en lisant d'autres forums, j'en déduis qu'il pourrait y avoir d'autres vidéos qui s'ajoutent aux 12 cassettes déjà sur YouTube. Je ne peux malheureusement pas vous en dire plus sans dénaturer l'expérience parce que oui, je pense que c'est véritablement une expérience de visionnement. Le spectateur n'est plus un spectateur, mais un participant. Il est directement impliqué émotionnellement dans le visionnement. Ce n'est pas pour tous les publics, par contre, je vous avertis. Loin de l'horreur typique avec un scénario prévisible,
Les Greylock Tapes vous emmèneront dans un monde dystopique où vos peurs latentes seront activées à mesure que vous devenez peu à peu happé et même faites partie des événements étranges. J'ai très hâte d'entendre vos commentaires à ce sujet. Visionnez à vos risques et périls. Merci d'avoir écouté cet épisode de Passion Frisson, votre podcast de recommandations sur le thème de l'étrange et du macabre. Retrouvez-moi sur Instagram au @XARAPOD. Vous verrez le journal des sorties, des publications sur le podcast ainsi que mes autres contributions, notamment dans les épisodes du Rendez-vous de l'étrange. Je tiens à remercier Sissi pour la boule noire. Si vous aussi souhaitez contribuer au succès de l'émission, vous pouvez m'offrir un visionnement de film gratuit en vous rendant sur la page Patreon de Passion Frisson et en sélectionnant la boutique. Pas d'abonnement au mois, simplement un don en argent qui correspond à la location de films. Le reste du podcast demeure bien sûr gratuit. Et j'en profite pour vous dire merci à vous, chers auditeurs. Nous sommes maintenant rendus à la fin de la saison 1. On se retrouve en février 2025 pour une toute nouvelle saison pleine d'écoutes surprenantes et peut-être, qui sait, d'autres invités. En attendant, je vous prépare un épisode spécial pour janvier. À tout bientôt!